Bien, écoutez mes chers amis, je pense qu'on a eu une belle journée. Je suis évidemment très ému de vous retrouver et de m'adresser à vous à Paris pour ce congrès, parce que ce samedi 9 mars, nous écrivons ensemble, ça a été dit par plusieurs orateurs, une nouvelle page de la grande histoire radicale, avec l'aboutissement de notre processus de réunification, et avec, je le crois surtout, de grandes ambitions pour notre maison, pour les années qui viennent. Mes premiers mots seront une demande. Une demande pour l'équipe nationale, une demande pour ceux qui ont travaillé dans l'atelier, pour les cadres des fédérations, pour ceux qui ont participé au groupe de travail, pour les parlementaires qui se sont impliqués au Sénat, à l'Assemblée, pour les élus locaux, pour tous ceux qui ont mis de l'huile de coude, je dirais, pour défendre nos idées, pour traverser les moments chahutés et pour dépasser les divergences qui ont pu apparaître, avancer, garder le cap, redonner au Parti républicain radical et radical-socialiste une existence pleine et entière, avec, je le crois, de nouveaux visages, des idées neuves. Celles et ceux aussi, je pense à nos collaborateurs, peu nombreux, qui venaient pour certains du Parti valoisien, pour d'autres du PRG, et qui ont préparé ce congrès, et avant ce congrès, suivi les assemblées générales, favorisé notre processus de réunification. Vous imaginez que pour eux, ça n'a pas toujours été simple, notamment ces derniers mois. Bref, toutes celles et tous ceux qui ont cru dans l'aventure, qui sont là aujourd'hui, ceux qui ne sont pas là, mais qui restent sur le bateau, je voudrais très simplement qu'on les applaudisse tous, et que vous applaudissiez tous. Comme on dirait dans la Gare des Étoiles, heureux je suis et honoré je suis d'être votre président. Je serais plutôt un jeune padawan encore dans ma tête, si tu vois ce que je veux dire, Dominique, mais c'est gentil de me coller Yoda. On a quand même des présidents d'honneur qui, certains viennent du PRG, d'autres du Parti radical, qui sont tous les présidents d'honneur du mouvement radical, qui peuvent, à mon avis, avec talent, jouer le rôle de Yoda. Enfin, bref, du moment que ce n'est pas Dark Vador, ça va aller. Je voudrais dire donc que moi je suis heureux et honoré évidemment d'être votre président. Je vous remercie pour votre confiance parce que elle va pas de soi dans ce moment où tout le monde change ses repères. Je voudrais vous dire que je suis prêt bien sûr à ferrailler dans les assemblées, ferrailler dans les départements, ferrailler sur les plateaux pour défendre nos idées et faire en sorte que le chemin que nous ouvrons soit un chemin qui nous emmène loin. Cette réunification, bien sûr, c'est notre décision de décembre 2017. Une décision simple, de dire que dans ce monde ouvert, marqué par la chute du mur, la fin de la guerre des idéologies, que rien ne pouvait finalement aujourd'hui séparer les radicaux dans les idées, dans les idéaux, et qu'il était logique de faire maison commune. Mais elle vient plus loin. Elle vient de plus loin que du congrès de 2017, cette réunification. En 2011, quand avec Jean-Louis Borloo, nous avons décidé de quitter l'UMP, quand au PRG, vous avez décidé de participer aux primaires de la gauche, vous avez, comme nous, renoué avec le chemin d'indépendance politique. Elle vient des combats de nos présidents. Alors, sont présents avec nous Émile, Milou, Didier, Bariani, ça fait déjà 2 Corses. Il y a quand même un Lorrain avec André Rossineau pour porter haut la couleur de la région. En tout cas, ces anciens présidents, anciennes présidentes, qui aussi ont défendu pied à pied les valeurs du radicalisme, qui ont connu, comme je pense, vous tous sur le terrain, la dureté de nos partenaires à l'époque, qu'ils soient PS ou UMP, le manque de respect de ce que nous sommes, parfois, trop souvent. Cette indépendance qu'il a fallu défendre pied à pied, les présidences successives l'ont fait grandir et elle permet aujourd'hui de terminer notre réunification. Et je veux qu'on rende hommage à ceux qui se sont succédés pendant 45 ans à la tête des 2 formations qui ont porté les idéaux radicaux. Cette réunification aussi, mes amis, nous y sommes arrivés à force de courage. Il fallait du courage face à nos anciens partenaires qui ont cherché à nous dissuader. Je le dis avec respect et sans aucune rancœur, malgré l'élection présidentielle de 2017, malgré les législatives qui ont suivi, malgré
les sondages et les enquêtes d'opinion, malgré un profond désir de renouvellement de nos concitoyens qui ne cesse de se confirmer. Les anciens grands partis, LR et PS, conservent une volonté hégémonique. On a cherché à nous dissuader dans les mairies, dans les départements, dans les régions. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour celles et ceux qui n'ont pas pu faire l'aventure avec nous. Tant furent fortes les pressions locales. Oui, il faut du courage, de l'endurance, pour s'affranchir des anciennes alliances, ne plus être des supplétifs, être des acteurs pleins et entiers de la construction d'une nouvelle offre politique et d'un parti radical fort. Cette réunification, enfin, mes amis, elle est irréversible. C'est un acquis, il n'y aura pas de retour en arrière, parce que plus rien ne nous sépare, nous l'avons dit à maintes reprises. Le clivage droite-gauche est aujourd'hui dépassé. Les deux grands partis qui l'incarnaient, le PS, LR, ont perdu la confiance majoritaire des Français. Et quand on regarde l'évolution des enquêtes d'opinion, quand on écoute ce que peuvent nous dire nos concitoyens dans nos communes, on voit bien que les difficultés de l'exécutif ne profitent pas aux anciens partis de gouvernement. Elles profitent à la France insoumise, elles profitent au Rassemblement national, elles amènent des mouvements sociaux, j'y reviendrai, parfois durs et violents, comme ceux des Gilets jaunes, mais en tout cas, elles n'amènent pas une embellie électorale au profit de ces deux formations qui ont dominé la vie publique à partir des années 70. C'est dire combien nos concitoyens attendent une offre nouvelle, et c'est dire combien la réunification et le fait de participer à la rénovation politique est pour nous la seule voie possible, pas seulement pour subsister, mais pour jouer un rôle, pour être dans notre mission historique. Alors évidemment, je forme le vœu, plusieurs l'ont dit, que ce soit le dernier congrès où on soupèse les Valoisiens, les radicaux de gauche, et que ce soit la dernière fois qu'on regarde comment les deux courants fondateurs se mêlent et quel équilibre on a su trouver. Maintenant, nous sommes tous des radicaux libéraux, sociaux, humanistes, laïcs, européens, et nous sommes fiers de l'être. C'est avec cet état d'esprit que nous allons travailler dans les 3 années qui viennent. Quelques priorités simples. Préparer, bien sûr, les échéances européennes. C'est, Pierre Moscovici l'a dit, je dirais l'urgence du moment, parce que nous sommes maintenant proches de l'échéance. J'y reviendrai plus tard dans mon propos, mais il y aura une campagne à faire, une campagne vitale au moins pour les radicaux, qui sont des fédéralistes européens convaincus et depuis longtemps. Et c'est évidemment pour nous la première étape. En même temps, pour prendre une formule consacrée depuis maintenant 2 ans, il faudra s'occuper de ce qui fait la vigueur des radicaux, je dirais même de ce qui fait leur identité, c'est-à-dire les territoires. Donc nous ferons avec l'équipe nationale le tour évidemment de chaque département, pour regarder comment département par département vous envisagez de préparer les élections locales, communes, communautés, cantons. Et nous aurons bien sûr à discuter ensemble de la bonne stratégie à prendre. La refondation politique, elle va durer longtemps. La recomposition, elle ne va pas se faire en 1 an. Après les européennes, il y aura encore des mouvements. Et comme les réalités locales sont multiples par milliers, eh bien, il y aura des attelages très différents d'un territoire à un autre. Et il faut que les radicaux, bien sûr, portent cette possibilité de diversité d'alliances du moment que les valeurs radicales se retrouvent portées dans les projets locaux, ce qui veut dire 2 limites. Évidemment, pas d'accord avec l'extrême gauche, la France insoumise, pas d'accord avec l'extrême droite, le Rassemblement national et Debout la France, son appendice. 2e limite, qu'évidemment on en ait parlé ensemble à l'échelle d'un département, que ça ne provoque pas de conflit entre nous, et puis qu'on en ait parlé ensemble à l'échelle nationale, parce qu'on sait parfois que ce qui se passe dans une grande ville peut ricocher dans une autre, qu'un précédent départemental peut créer des difficultés dans un autre département. Je crois que nous aurons la capacité de cette solidarité. En tout cas, si nous sommes des centralisateurs, nous devons être les premiers à dire que les alliances systématiques, automatiques, les mêmes dans tous les territoires de France, ne sont plus possibles dans ce moment de recomposition politique que nous connaissons tous. Enfin, 3e élément, et ça a été dit, je souhaite qu'on soit dans une logique de responsabilité partagée entre le local et le national, que chacun ait des objectifs locaux, objectifs nationaux, et que, sans pour autant se jeter d'anathème, on puisse, bien sûr, en toute responsabilité, à un moment donné,
faire changer les responsabilités quand elles ne sont pas exercées au point de permettre d'atteindre les objectifs de production d'idées, de développement des militants, de multiplication des réseaux, de quadrillage des territoires, qui doivent être ceux d'un parti qui a une ambition de premier plan. Je voudrais dire surtout qu'évidemment, nous allons conduire ces 3 années dans un esprit d'indépendance politique. Ce n'est pas parce que je vais vous proposer, bien sûr, de dérouler la décision du Congrès d'une liste de rassemblement des Européens que pour autant nous perdons notre indépendance. Nous devrons la réaffirmer à chaque échéance. Et le premier moteur de notre indépendance, elle est évidemment dans l'identité que nous saurons prendre devant les Français. L'indépendance politique, c'est pas changer d'alliance. L'indépendance politique, c'est pas commenter l'actualité avec seulement la volonté de se mettre en retrait, en réserve ou en subtile opposition. L'indépendance politique, c'est être reconnu pour quelques priorités claires par un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens. Et je vous propose que nous fondions l'indépendance radicale sur 4 grands piliers. Le premier, c'est la justice sociale. Elle est sûrement ce qui a distingué, à la fin du XIXe, les républicains radicaux et radicaux socialistes qui se sont réunis d'une droite parlementaire qu'on qualifiait à l'époque d'opportuniste. Parce qu'en même temps qu'on était des libéraux, on voulait être des solidaristes. Et ce message de justice sociale, il reste d'actualité. Il ne peut pas y avoir de politique heureuse sans justice ni partage, et cette volonté de générosité, les radicaux doivent la porter. C'est notre raison d'être. J'en suis convaincu. Dans la crise des Gilets jaunes, et j'y reviendrai, c'est une crise qui provoque chez moi, et je pense chez beaucoup de nos concitoyens, bien des sentiments. Dans la crise des Gilets jaunes, il y a d'abord ça. Moi, les personnes que j'ai rencontrées au mois de novembre, au mois de décembre, à Nancy, que j'ai reçues, beaucoup ont demandé à être reçus à la mairie, je l'ai fait bien sûr, c'était des histoires humainement difficiles. C'était des gens qui connaissaient que des petits boulots. C'était des mères isolées qui ne savaient pas comment boucler, pas la fin de mois, mais la vie de leurs enfants, qu'elles aimaient, dont elles avaient envie de s'occuper. C'était des gens qui avaient l'impression que les décisions économiques étaient loin, les décisions politiques étaient loin, tout était loin. Mais que par contre, les emmerdes, pardonnez-moi l'expression, elles étaient toutes proches, tous les matins et tous les jours. Alors, les choses ont évolué. Le temps a changé, aux yeux de nos concitoyens, le sens de ce mouvement. Mais il ne faut pas en oublier le point de départ. Parce que tant qu'on n'aura pas retrouvé le chemin d'une prospérité partagée et d'une justice sociale claire aux yeux d'une large majorité, les mouvements sociaux se reproduiront dans des formes différentes, en des lieux différents, avec des mots d'ordre différents. Mais ils se reproduiront avec toujours ce risque de violence et avec toujours ce risque que la République finisse par être emportée si elle paraît porter des politiques injustes. Je rappelle que dès l'été 2017, à l'époque le président de la République était populaire auprès de 2 Français sur 3, mais dès l'été 2017, il y a eu des sénateurs, des députés, des décideurs radicaux pour attirer l'attention sur cette affaire de justice sociale, à travers les 5 € d'APL, à travers la taxation des offices de logement social, à travers la fin annoncée et finalement abandonnée des emplois aidés, à travers la compensation qu'on jugeait insuffisante de l'augmentation de CSG, à travers la non-revalorisation des pensions. Et nous devons être ceux qui portent, pas seulement une exigence, mais des propositions concrètes au fil du temps de justice sociale. À la justice sociale, nous ajoutons évidemment la défense des territoires, la défense des pouvoirs locaux. La France n'est pas assez décentralisée. On ne fait pas assez confiance aux territoires et aux élus locaux. Dans ce pays où l'on n'impose rien à personne, les réformes doivent se faire ensemble. On ne peut pas transformer profondément le pays sans avoir l'adhésion des territoires. Les politiques de l'État, ça ne peut être que le contrat. Et je crois que nous devons combattre le réflexe jacobin qui souvent conduit la France à l'échec. Nous, radicaux, affirmons que les maires restent les hussards de la République, que les collectivités sont les premiers investisseurs publics, qu'elles sont capables, comme nulle autre institution, de bâtir des actions concertées avec les Français, qu'elles sont le régénérateur d'une confiance citoyenne bien mise à mal, et qu'avec tout le respect que l'on doit à l'État et au Parlement, ce sont quand même les territoires qui font la France du quotidien. Et nous devrons porter une ambition de puissante décentralisation dans les années qui viennent.
À la justice sociale, à la défense des pouvoirs locaux, nous ajoutons la transition écologique. Le Grenelle, conduit par Jean-Louis Borloo en 2008, a ouvert la voie à une approche globale, ambitieuse, collective, progressive de la réponse à l'impératif environnemental. Oui, aujourd'hui, c'est un sujet mondial. Oui, aujourd'hui, ça doit être une priorité européenne. Le président de la République l'a écrit dans sa tribune. Nous l'avons dit dans le projet que Dominique Riquet a animé de souveraineté européenne. Et Pierre Moscovici l'a encore rappelé à la fin de son discours. Mais la France, un grand pays comme la France, ne peut pas demander à l'Europe de se mobiliser pour la transition écologique sans être elle-même exemplaire. Et nous devons faire en sorte que le départ de Nicolas Hulot soit dépassé, qu'il ne signifie pas l'abandon d'une politique écologique ambitieuse, et que l'État propose de nouveau aux forces économiques, aux entreprises, aux associations, aux territoires, un cap clair de transition écologique du pays. Ce n'est pas la planète que nous protégeons, c'est la multitude qui vit dessus. Et je crois que, pour les radicaux, c'est un nouveau solidarisme, et c'est la forme principale, essentielle d'humanisme que nous défendons en plaidant la transition écologique. Enfin, bien sûr, nous sommes les défenseurs les plus ardents de la laïcité. C'est ce quatrième pilier, évidemment, que je ne peux oublier. On en parle moins en ce moment, de temps en temps, à chaque velléité de réforme de la loi de 1905. La loi de 1905 de séparation des églises et d'État, c'est une innovation civique. C'est vrai, c'est une singularité française. Elle a eu des conséquences positives inestimables pour notre nation. Les radicaux ont toujours défendu, ils défendront toujours le caractère intangible de cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Et je le dis ici, nous refuserons évidemment que la loi de 1905 soit dévoyée, soit entamée, soit détournée de son objet. Nous la défendrons intégralement et nous serons sur cette question intransigeants. Nous le disons à tout le monde, à l'exécutif en premier. Alors depuis 20 ans, c'est vrai, l'intégrisme islamiste s'est attaqué au pacte républicain. Il a fait ressurgir cette grande question laïque et beaucoup de présidents, beaucoup de formations politiques ont été tentés de transformer la laïcité en une sorte d'accord équilibré, bien négocié, entre l'État et les religions. Ça ne peut pas être la solution. En matière de liberté de conscience, en matière de conviction religieuse, philosophique, il ne peut pas y avoir que des partis. Il faut un juge. Didier l'a dit, l'engagement religieux, c'est un dépassement de notre condition de mortel. C'est quelque chose qui peut toucher à la racine d'une personne, qui peut lui donner un sens de vie, qui peut donc l'amener à être passionné, qui peut donc l'amener à être excessive, qui peut donc l'amener à oublier les autres, qui peut donc l'amener à respecter non plus toutes les personnes humaines, mais seulement celles qui partagent les mêmes convictions que lui. C'est ça que nous défendons avec la laïcité, c'est l'idée que cette dérive n'est pas possible. Alors oui, il y a du prosélytisme. Oui, il y a des réseaux intégristes. Oui, notamment les maires qui sont sur le terrain les voient à l'œuvre dans certains quartiers. Mais ce n'est plus le sujet des lieux de culte. C'est le sujet du dévoiement de la loi de 1901. C'est le sujet de l'abus et du détournement de la liberté associative. C'est le sujet des clubs sportifs. C'est le sujet des associations sociales. C'est le sujet des associations de soutien scolaire. C'est le sujet des associations qui, dans les quartiers, se proposent d'aider les mères isolées. C'est tout ça qu'il faut contrôler, dans lequel il faut remettre de l'ordre, de la transparence, contrôler les financements étrangers, ramener la République au cœur du débat, au cœur de l'action, rappeler que la liberté d'association, elle sert la personne humaine. Elle n'est pas là pour embrigader les gens. Elle sert la liberté de conscience. Elle n'est pas là pour la contraindre. Elle sert l'épanouissement de la personne. Elle n'est pas là pour l'endoctriner. Et ce combat-là, je veux que nous l'engagions. Ne pas toucher à la loi de 1905. Sanctuariser la laïcité, mettre l'État dans son rôle de juge et non pas de parti. Il n'est pas en négociation avec les religions. Il est le gardien du fait qu'elles restent bien dans la sphère privée et qu'elles sont respectées.
Chers amis, voilà le ciment de notre réunification. Nous sommes des radicaux, nous sommes les sentinelles de la République. Notre offre politique est claire, il faut qu'elle soit, nous le savons tous, de plus en plus visible. Nous avons tout à gagner. Nous serons ouverts à celles et à ceux qui partagent nos valeurs. Nous serons toujours accueillants pour les radicaux qui aujourd'hui font un autre choix. Nous devons maintenant parler fort. L'avenir, mes chers amis, est là. Je suis convaincu qu'il est devant nous, qu'il est immédiat et que le temps des radicaux peut revenir. Deux grands sujets aujourd'hui ont été débattus par le Congrès. Un sur lequel je passerai brièvement, qui est celui du grand débat national. Ça a été dit lors de notre dernier comité national. Évidemment que les radicaux ne refusent pas le débat. Évidemment qu'ils accompagnent toujours des temps de respiration démocratique où on échange sur les idées, où les gens peuvent s'exprimer, où les gens peuvent dialoguer et où on essaye de retenir des ambitions neuves qui viennent régénérer le travail collectif au sein de la République. Nous avons arrêté, je voudrais remercier Pascal Blanc de l'avoir présenté ce matin, une contribution à ce grand débat, les 4 piliers que j'évoquais. Vous avez vu que nous proposons d'ajouter un 5e pilier qui est celui du renouvellement démocratique. Alors je pourrais dire plein de choses évidemment sur les institutions. Pour les radicaux, les institutions, c'est un plaisir interminable. Je veux dire, on a tous des idées, on a déjà vu passer 3 républiques, on en a bien encore 30 dans les cartons. Donc je pourrais vous parler de plein de choses. J'ai déjà évoqué la vague de décentralisation. Je pourrais dire combien je regrette qu'on ait changé de numéro de République sans s'en rendre compte avec ce quinquennat qui fait que le Parlement s'est effacé et que la justice n'existe toujours pas, comme je vous l'ai dit ce matin. Je voudrais juste défendre une idée parce qu'elle n'est pas acquise chez les radicaux, qu'elle n'est pas acquise parmi les élus, et que je suis convaincu, en tant que maire notamment, mais aussi en tant que maire radical, qu'elle est indispensable, c'est que le référendum, la démocratie directe, n'est pas l'ennemi des représentants du peuple. Alors évidemment, cette idée, elle est portée par RIC, un mouvement de gilets jaunes, parfois un discours qui peut paraître antiparlementaire, poujadiste pour certains. Mais comme maire, quand j'ai des choix difficiles à faire, tantôt je décide, tantôt j'organise des votations. Alors localement, on appelle ça une votation, c'est peut-être moins plébiscitaire que le référendum. Bon, enfin, c'est quand même un référendum. Et c'est quand c'est bien organisé, quand le débat est mûrement réfléchi, c'est souvent l'occasion de dépassionner des débats. Je prendrai juste un exemple, les rythmes scolaires. Je crois qu'on sait tous combien on peut s'entretuer pour une demi-journée d'école en plus ou en moins. L'essentiel, c'est les vacances, mais on ne veut pas y toucher, donc battons-nous pour 3 heures. Et à Nancy, on a eu ce débat comme partout. Et pour que les choses se détendent, je dis les gens vont choisir. On est 55 au conseil municipal. Il y aura forcément plus de votants, ce sera forcément plus légitime. Et on a organisé 3-4 mois de débat avec chaque conseil d'école, les enseignants, la communauté éducative, les parents, le monde associatif. Il y a eu des réunions de quartier. On a fait venir des gens qui étaient un peu des experts sur ces questions de temps de l'enfant. On a écouté d'autres expériences, pas seulement françaises, mais évidemment aussi européennes. Et finalement, on a eu 5000 participants. Le vote était assez partagé, 55-45. Le vote a d'ailleurs porté sur plus que 2 options, parce que certains voulaient réduire les congés scolaires, d'autres voulaient que ce ne soit pas le mercredi matin, mais le samedi matin où on reprenne des cours. Ce qui veut dire que 4 options ont été mises au scrutin. Et finalement, la décision prise a été acceptée par tout le monde. Et c'est bien ce qui manque à la France, quand même. Qu'une décision prise selon les formes de la République soit acceptée. Cette manie qu'on a de se battre avant, de se battre pendant et de se battre après. Faire et défaire, c'est toujours faire. Et moi, je suis convaincu qu'une pratique intelligente du référendum, qui bien sûr met les représentants dans la boucle de la consultation, renforcera, enracinera mieux et permettra de revivifier notre démocratie représentative qui, admettons-le, est quand même bien mal en point. Alors je vous le livre aujourd'hui, je sais que c'est une conviction personnelle, je ne suis pas sûr qu'il faille faire un vote tout de suite. 88%, je ne veux pas descendre en dessous, donc on va s'arrêter là. Mais néanmoins, je vous demande d'y réfléchir. Je suis convaincu que les radicaux, qui se sont battus pour le Parlement, qui se sont battus pour qu'il y ait des élus dans les communes, qu'il y ait des élus dans des départements, avec Jean-Jacques Servan-Schreiber et le pouvoir régional, qu'il y ait des élus dans les régions, et que ce ne soit plus un établissement public interterritorial. Je
pense que les radicaux qui se battent toujours pour la reconnaissance des représentants du peuple et le respect de ceux qui ont été consacrés par le suffrage, je pense que nous sommes les mieux placés. Au moment d'Internet, au moment où tout circule, même les pires aberrations, même les plus grands mensonges, au moment de la mondialisation, au moment des grandes peurs comme des grands espoirs, au moment des émotions fugaces et des lois qui passent, dans ce moment particulier mais qui va durer, je pense que nous sommes les mieux placés pour dire que oui, l'expression directe du peuple va venir enrichir la démocratie de représentation et que le référendum n'est pas l'ennemi des maires, des élus départementaux, régionaux, des parlementaires. Mais on reviendra là-dessus, je n'en doute pas. Deuxième grand sujet, l'Europe. Alors l'Europe, je ne reviens pas sur la situation dramatique dans laquelle se trouve l'Europe. Beaucoup ont insisté sur ce point. Je voudrais quand même de nouveau remercier officiellement, je dirais, Pierre Moscovici d'avoir accepté de participer à nos travaux et saluer Anne-Lou von Egmont qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il faut qu'on s'habitue à avoir, bien sûr, des personnalités d'Europe qui viennent participer à nos travaux. C'est toute la logique de cette Europe fédérale que nous appelons de nos voeux. Quoi de plus stimulant et de plus passionnant, finalement, pour les radicaux qu'une échéance européenne? Que voulons-nous pour l'Europe? Que voulons-nous défendre? Comment voulons-nous la réformer? Notre Congrès a tranché cette question en confirmant les grandes options du projet européen préparé par Dominique Riquet. Il a finalement tranché l'option aussi de la stratégie d'élection. Et je sais que cette question fait débat, a fait débat, et fera encore débat dans notre maison. Ce que nous voulons, c'est un vrai projet européen. Un projet qui fasse barrage au populisme et qui permette le retour de la confiance citoyenne. L'urgence, elle est là. Elle est de faire monter en Europe un projet européen, un projet qui montre que l'Europe peut et doit changer. Elle ne connaîtrait pas les difficultés qu'elle traverse aujourd'hui si sa construction des années 50, modifiée par les traités, notamment des années 90, était parfaite. Donc oui, il faut changer l'Europe. Il y a des politiques différentes à imaginer, il y a des règles différentes de travail entre les nations européennes à imaginer. Mais c'est bien en construisant une souveraineté européenne que nous allons avancer, et nous avons choisi ce mot sur ta proposition, Dominique, je crois, avec beaucoup de justesse. La souveraineté des États, personne ne la conteste. Elle est mise à mal par la mondialisation, elle est mise à mal par le ralentissement économique qu'a évoqué Harold, elle est mise à mal par le sentiment d'injustice qu'a évoqué Nathalie. Mais, quelque part, ce n'est pas en arrêtant l'Europe qu'on renforcera la souveraineté des États. La souveraineté européenne, elle est là pour rattraper ces bouts de souveraineté nationale qui deviennent des moments d'impuissance étatique face aux règles de la mondialisation. Et c'est ça que nous défendons, très simplement, très fermement et très clairement. L'Europe, elle est confrontée à un défi inédit depuis la chute du mur de Berlin. L'aventure européenne, elle peut s'arrêter demain si nous ne sommes pas capables d'avancer vers cette souveraineté européenne. 40 ans après la première session du Parlement européen, élu au suffrage universel sous la présidence de Simone Veil, à laquelle les radicaux pensent forcément, il est évident que les élections de mai seront sûrement les plus dramatiques de notre histoire contemporaine. L'Europe peut mourir au printemps prochain, et la France peut contribuer à cette triste rupture. Je ne rappellerai pas le score serré de Maastricht, je rappellerai encore moins celui du traité constitutionnel européen en 2005. N'oublions jamais que la moitié des suffrages exprimés au premier tour, je l'ai dit ce matin, je veux le redire, de la présidentielle de 2017, ont été des bulletins de vote nationalistes, populistes et autoritaires. C'est la raison pour laquelle, dès le début de nos débats, j'ai voulu clairement dire quelle était ma conviction. Celle d'une liste des Européens qui défendent un projet pour l'Europe, qui refusent de se voir opposer des questions de politique nationale, qui refusent ce détournement d'élection. Une élection européenne qui finalement deviendrait une consultation nationale à mi-parcours. Est-ce qu'on est content ou pas content du président? Est-ce qu'on est content ou pas content du gouvernement? Est-ce qu'on est content ou pas content du Parlement? C'est quand même ce que veulent nous faire faire Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et ce détournement d'élection, nous devons le refuser.
Nous devons faire travailler ensemble celles et ceux pour qui l'idéal européen est au-dessus de tout. Nous pouvons être pour la cause européenne des partenaires prêts, je dirais même nous devons être pour la cause européenne, des partenaires prêts à dépasser les contingences partisanes pour écrire un vrai projet qui parle aux Français. Donc nous devons nous allier avec les autres Européens, des sensibilités pro-européennes que nous connaissons, des sociodémocrates, des écologistes indépendants, la droite modérée et bien sûr le MoDem et la République en marche. Alors il y a des conditions de succès à cette démarche. D'abord que cette liste ne soit pas celle de la seule majorité parlementaire ou gouvernementale. Ça doit être la liste des Européens fervents et convaincus. Ça doit être une liste où certains n'ont rien à redire à la politique du gouvernement et où d'autres ont sur certains sujets des points de vue différents. Je dirais peu importe. Et je dirais même que c'est bien, parce que ça montrera bien le primat européen et le fait que nous avons su surmonter les différentes données nationales. Il faut aussi que cette liste s'appuie sur un projet clair. Je pense que peu de radicaux, je pense même qu'aucun radical, ne peut retirer un mot de la déclaration faite par le président de la République, de sa tribune aux Européens, qui fait suite à son discours de la Sorbonne, tant sur le constat sur la situation du continent et de son organisation politique, que sur les propositions qu'il formule. Alors, il y a sûrement des propositions radicales qu'on peut encore ajouter. C'est le but d'un programme électoral. Et nous aurons sûrement des équilibres de liste à trouver. C'est ce qui permet une bonne campagne, que chacun se sente respecté et reconnu. Ça ne va jamais de soi, on le sait, dans une discussion avec un grand parti. Je crois que nous avons été instruits de l'expérience, certains à gauche, d'autres à droite, mais peu importe. La règle reste la même. Et donc, sagement, le Congrès a décidé de donner mandat à la direction nationale pour discuter avec nos partenaires, dans un délai court, quelques semaines, sur la prise en compte des idées radicales, la prise en compte des candidatures radicales, bref, la constitution d'une liste où les radicaux se sentent impliqués par les idées, respectés par les équilibres. Et je rendrai compte, évidemment, au comité national que je convoquerai le 27 mars prochain, des résultats de cette discussion. D'aucuns diront que c'est une décision oublieuse de notre indépendance. Pour être franc, je me suis posé la question. Alors, généralement, ceux qui pensent que c'est une décision oublieuse de notre indépendance finissent par plaider pour une liste d'union de la gauche ou pour une liste d'union du centre et de la droite. Bon, premier signal, qui pousse au scepticisme. Mais surtout, c'est pas là le sujet, en fait, pour moi. Le sujet, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de la maison. Est-ce qu'on veut se dire que chacun était bien étriqué dans son camp, que les deux grands partenaires que nous avions se retrouvent disqualifiés par le suffrage, en tout cas pas en mesure d'être un parapluie derrière lequel on pourrait quand même, par mauvais temps, aller s'abriter, même si on n'est pas toujours bien traité, et puis qu'on fusionne, puis après on se cache, on commente, on se mouille jamais. C'est pas mal, ça peut peut-être permettre de préserver quelques élus locaux de ci, de là, quelques positions au Sénat, à l'Assemblée nationale, promouvoir certains d'entre nous sur de nouvelles fonctions. Mais je ne suis pas sûr que ça va intéresser beaucoup les Français. Moi, quand je me suis engagé dans la réunification, c'est pour que les radicaux constituent une force politique de premier plan. Et je pense très sincèrement que nous ne serons audibles et respectés, nous intéresserons les Français que parce que nous ferons prévaloir l'avenir de la nation, en l'espèce la sauvegarde de l'Europe, sur l'intérêt partisan du temps d'une campagne. Je crois que ce que les gens attendent, c'est de la vérité et de la cohérence. Ce n'est pas des postures. Je pense qu'ils attendent qu'on ait peut-être tort ou raison, mais qu'on soit clair. Et pas forcément toujours dans un commentaire, une sorte d'indécision qui finit par confiner au silence et à l'abstention.
C'est la raison pour laquelle je pense que si on est vraiment européen, si on croit vraiment que l'heure est historique, si on croit vraiment que l'Europe doit être à sauver, à relancer et à imaginer de nouveau, il n'y a pas d'autre solution que de vouloir le rassemblement des Européens pour que chaque voix compte et que les députés pro-européens français soient les plus nombreux dans le Parlement demain pour participer à cette recomposition politique européenne que Pierre Moscovici a évoquée, que vous avez évoquée, Madame la Présidente, et qui est incontournable pour demain. Je crois sincèrement que c'est en prenant ces risques, c'est en étant nous-mêmes et en assumant les conséquences de nos convictions complètement que nous pourrons gravir les échelons qui feront de nous une force de premier plan. Voilà, c'est ce travail que nous devons mener si nous voulons renouer avec l'histoire. Je voudrais, pour terminer mon propos, prendre une citation. Certains l'ont fait, et puis voilà, je me suis dit que je vais le faire aussi. En tant que Lorrain, vous comprendrez qu'en Europe, je suis attaché à l'amitié franco-allemande. Pardon, mais on n'est pas encore frontalier de la Hollande, même si le Benelux nous touche. Et j'ai choisi Goethe. J'ai choisi Faust de Goethe. Alors, au lendemain de la journée de la femme, j'aurais pu dire « L'éternel féminin nous élève ». Je pense que vous savez que c'est... Enfin, vous savez tous qu'il y a 2 bouquins. Il y en a un qui est un peu dramatique, publié du vivant de Goethe, qui montre tout le tiraillement de la personne humaine. Ça peut parler aux radicaux quand même un peu, hein, parce qu'on s'écartèle vite entre nous, et même parfois en nous-mêmes. Avec ce drame horrible qui arrive à Marguerite, amoureuse, devenant mère, perdant l'enfant, voyant Faust tuer son frère, bref, truc catastrophique. Et Marguerite, à qui Faust a quand même fait un peu de mal, il faut bien le dire, même s'il l'a sauvé de la peine de mort in fine, Marguerite vient sauver Faust, condamné aux enfers. Ça, c'est dans le 2e ouvrage, celui qui a été publié de manière posthume. Voilà, d'où cette très belle phrase « L'éternel féminin nous élève ». Je le dis quand même parce que je crois que le droit des femmes est vraiment un sujet sur lequel les radicaux doivent se mobiliser. On est attaché à la personne humaine, on est attaché à l'éducation, on aime les gens. On ne peut pas accepter que les femmes soient traitées ainsi. Voilà. Mais la phrase que j'ai choisie, parce que je voulais la dédier aux radicaux, elle est tout autre. C'est la phrase que Goethe donne à Faust, quand Faust se rend compte qu'en cherchant à être un homme instruit, subtil, avisé, à connaître finalement tous les savoirs que le monde peut porter, puisque c'était la volonté de Faust, puis il s'aperçoit que finalement il a laissé passer sa vie, qu'il est passé à côté des sentiments, qu'il est passé à côté des joies et des peines, qu'il est passé à côté de ce qui fait qu'on est une humanité. Il n'y a pas que des idées qu'on échange entre nous. Et Goethe écrit « Vive quiconque vaillamment s'affirme ». Voilà. Et bien c'est ce que je nous souhaite. Vive quiconque vaillamment s'affirme. Vive la République, vive les radicaux et vive l'Europe.